Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois de plus à notre chaîne sur les finances saines pour tous, dont le but est de partager de l'information financière avec les entrepreneurs et les particuliers. Merci de continuer à nous écouter et un merci particulier à ceux qui prennent la peine de faire des commentaires et de poser des questions. Tel que promis lors de notre précédente présentation, nous allons aujourd'hui faire le tour des quelques questions qui nous ont été posées pour apporter des éclaircissements sur des notions qui ont été présentées précédemment. Donc, nous allons tout de suite passer à la première question qui a été posée. C'était un besoin de clarification sur un certain nombre de concepts. Donc, la personne nous dit les facteurs clés de succès des PME, c'est un thème factuel. On peut revenir sur les notions de l'innovation et de contrôle de la croissance avec des outils comme l'analyse de la valeur. Il revient sur cet élément parce que nous avions dit que un des facteurs de succès des entreprises suite à l'enquête qui a été réalisée par la Banque de développement du Canada, un des facteurs de succès, c'était l'innovation. Donc, il était question d'assurer une veille concurrentielle pour pouvoir pérenniser son projet. Revenir sur cette notion, nous allons utiliser le mix marketing qui parle des 4 P. Donc, quand on parle d'innovation, on peut agir sur les 4 P qui sont rattachés au mix marketing. Ces 4 P, c'est le produit, c'est la promotion, c'est le prix et c'est l'emplacement. En fait, ils ont appelé la place où le produit est vendu. C'est des notions sur lesquelles nous sommes passés très rapidement la dernière fois. Pour revenir sur le produit, on avait dit on a un produit intrinsèque, mais on peut ne pas agir, on peut ne pas modifier ce produit-là pour avoir un avantage concurrentiel. On peut éventuellement uniquement jouer sur l'emballage du produit ou d'autres notions, les délais de livraison. On peut jouer sur d'autres notions rattachées au produit principal sans forcément modifier le produit en lui-même. L'exemple que nous pouvons prendre, nous avons présenté la dernière fois des outils de suivi de budget et nous avons dit qu'il était possible d'avoir cet outil-là sur une application mobile. L'avantage de l'application mobile, c'est que nous avons notre téléphone en tout temps. Donc, ça donne un avantage concurrentiel parce qu'on a la possibilité d'avoir l'information à tout moment. Parce que cette information, on aurait pu avoir exactement la même information sur un document papier, sur un document PDF qui serait disponible sur notre ordinateur ou dans notre sac, mais le sac n'est pas forcément disponible en tout temps. Donc, le simple fait de pouvoir transférer la même information sur une application mobile, ça peut être considéré comme un avantage concurrentiel. Le produit ou le service initial n'a pas changé, c'était la présentation du tableau de bord, mais la façon de le présenter, la disponibilité de l'information, ça peut faire toute la différence. Au niveau du prix, nous avions promis de revenir sur ce concept-là, ce sera probablement lors de la prochaine vidéo. Il est extrêmement important. On peut fixer le prix de deux façons, c'est-à-dire qu'on se base sur la concurrence et puis on dit, OK, on va vendre nos produits ou nos services à un prix qui est quasiment équivalent ou tout proche de la concurrence. L'autre façon de fixer le prix, c'est de dire, je fais un calcul de mon coût de revient, j'ajoute une marge là-dessus et ça me permet d'avoir un prix de vente. Mais cette façon de faire là, et même l'autre façon de faire qui consiste à dire je fixe un prix basé sur la concurrence ou je fixe un prix basé sur la perception du client, dans l'un et l'autre cas, dans les 3 cas, il est important de se dire combien est-ce que le produit m'a coûté. Donc son avantage concurrentiel peut être le prix, pas uniquement parce qu'on a fixé un prix pour pouvoir attirer la clientèle, mais aussi et surtout parce qu'on a fixé un prix basé sur le coût de revient qui a été calculé en intégrant le maximum d'informations possibles, parce qu'on s'est rendu compte que la matière première, par exemple, dans nos coûts, était assez élevée, représentait, je dis n'importe quoi, 40%. On peut dire, mais est-ce qu'il y a un moyen de faire que cette matière première représente plutôt 35%, ce qui me permettra éventuellement de réduire mon prix de 3% ou de 4%. Donc, c'est une façon de faire pour avoir un avantage concurrentiel basé sur le prix, parce qu'on a réussi à réduire les coûts
de production qui peuvent être liés à la matière première, ça peut être lié à la livraison, ça peut être lié au temps de production. En optimisant son processus de production, on peut arriver à réduire le coût de la main-d'œuvre et par conséquent à réduire le prix final du produit et par conséquent à être plus concurrentiel parce qu'on a un prix qui est plus attractif par rapport aux concurrents. Très rapidement là-dessus, nous avions pris un exemple la dernière fois sur la visualisation de l'achalandage par rapport à un restaurant, par exemple. Nous avons décrit dans cet exemple-là qu'il était possible d'optimiser la planification de la main-d'œuvre et par conséquent de réduire les coûts de la main-d'œuvre. À partir du moment où les coûts de la main-d'œuvre sont réduits de 10-15%, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire je suis capable de réduire mon prix de 5% pour être beaucoup plus concurrentiel. Donc, il est extrêmement important d'agir sur le produit, il est extrêmement important d'agir sur le prix, il est extrêmement important d'agir sur la promotion. Parce que quand on parle d'agir sur la promotion, il faut déjà, c'est des notions qui sont faciles à dire, mais parfois complexes à mettre en œuvre. Si je veux faire de la promotion à une clientèle cible, il faudrait que je puisse à la base identifier ces clientèles cibles. Est-ce que c'est une clientèle cible que je vais aller chercher ou c'est une clientèle cible qui existe déjà, qui achète déjà des produits chez moi? Si c'est une clientèle qui achète déjà des produits chez moi, il faudrait que j'ai un système qui me permettent de pouvoir identifier la pertinence de ces clients-là, l'importance de ces clientèles-là que je choisis de cibler pour pouvoir faire ma promotion. L'importance peut être basée sur la fréquence de la clientèle, l'importance peut être basée sur le volume d'achat. Mais dans l'un et l'autre cas, si je n'ai pas d'outils, ce sera extrêmement difficile de pouvoir faire la promotion basée sur ces paramètres-là. J'aurai l'impression, parce que j'ai l'habitude de voir le client, qui vient plus souvent qu'un autre client dont j'ai l'impression que je le vois passer. Donc, il est extrêmement important de ne pas se baser sur son impression, d'avoir des outils qui sont capables d'analyser la fréquence des clients, d'analyser le volume d'achat et de pouvoir accorder des promotions basées sur des éléments objectifs. Le dernier élément des 4 P, c'est l'emplacement du produit. C'est certain que, enfin, l'emplacement de l'entreprise. C'est certain que, ou du produit, éventuellement, si on déplace l'entreprise d'un endroit à un autre, il peut avoir un avantage concurrentiel parce qu'on est beaucoup plus visible, parce qu'on est proche d'une certaine clientèle cible. Donc, c'est un élément qui peut être extrêmement important à intégrer lorsqu'on parle d'innovation et surtout d'avantages concurrentiels. La même personne nous a recommandé de revenir sur le concept de contrôle de la croissance parce que nous avions dit qu'un des facteurs de succès, c'était le fait d'avoir un plan solide. Ça aussi, facile à dire et difficile à faire et surtout de mesurer ses progrès. La contrainte dans la mesure des progrès, nous allons y revenir parce que c'est une question qui a été également posée. La contrainte dans la mesure du progrès, c'est qu'il faut avoir un système qui permette de pouvoir le mesurer assez facilement. Un des outils qu'on utilise, qu'on peut éventuellement utiliser, qui est assez utilisé dans la gestion des projets, c'est probablement le cas de cette personne qui a fait le commentaire. Un des outils qui est utilisé dans la gestion des projets, c'est l'analyse de la valeur acquise. C'est quoi l'analyse de la valeur acquise? C'est un outil de contrôle de la performance et permet de mesurer l'écart qui existe entre la planification et la réalisation. Je prends un exemple, j'ai un projet qui va me coûter 10 000 $. J'ai une dizaine de tâches par rapport à ce projet qui va me coûter 10 000 $. J'ai déjà réalisé la moitié des tâches. Mais la moitié des tâches, ça correspond à combien en pourcentage sur mon 10 000 $? La moitié des tâches, ça correspond à 50%. Maintenant, si j'ai réalisé la moitié des tâches et que j'ai dépensé 60%, c'est sûr qu'il va falloir que je réajuste. Ça me permet de me projeter sur le résultat final de mon projet. Parce qu'en proportion, réalisation versus planification, il y a un écart. Il serait important à la base que je puisse déjà identifier cet écart-là et que je puisse m'ajuster par rapport à l'atteinte de mon objectif. Donc ça, c'est vrai dans le cadre de la réalisation d'un projet. C'est également vrai dans le cadre d'une entreprise déjà existante
qui s'est fixé des objectifs et qui doit mesurer l'atteinte de cet objectif-là, idéalement de façon mensuelle, pour avoir le temps de mettre en place des actions correctives et de faire le suivi de ces actions correctives-là. Nous avons présenté également des exemples de tableaux d'indicateurs qui permettaient d'avoir une visibilité sur ce type de notion-là, ou sur l'objectif qu'on s'est fixé et l'évolution vers l'atteinte des résultats. Nous allons y revenir rapidement sur cette présentation-là, parce que ça répond également à la question qui a été posée par quelqu'un d'autre. Donc, la troisième question à laquelle nous allons répondre, c'est celle d'une des personnes qui a écouté nos vidéos et qui se pose la question de savoir comment est-ce que les populations vivant dans les pays moins développés, en Afrique, ayant des activités évaluant pour la plupart en marge du système bancaire, peuvent faire pour maîtriser à bon escient leur budget. J'ai remis en capture d'écran la notion de suivi du budget, parce que j'avais dit à la base que lorsqu'on veut se fixer un objectif, un budget, c'est quasiment un objectif. Lorsqu'on veut se fixer un objectif, idéalement, il faudrait que cet objectif-là soit SMART. La deuxième chose que j'ai dit dans une vidéo, c'est que à partir du moment après qu'on ait fixé l'objectif, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, c'est facile de se fixer des objectifs. Je peux dire que je sois au Cameroun ou dans un autre pays d'Afrique, je n'ai pas de compte bancaire, j'ai un salaire qui rentre à la fin du mois, je peux dire, mais mon objectif, c'est d'économiser 10% de mon salaire. Ça, c'est facile à dire. La prochaine étape, c'est de dire, il faudrait qu'à partir du moment où j'ai fixé mon objectif, je me suis fixé un budget, j'ai 100 000 $ ou 1 million de francs CFA de salaire, mais comment est-ce que ce salaire-là, je veux le consommer pour que je puisse avoir 10% qui me reste à la fin de l'année? L'objectif a été fixé. La contrainte à ce deuxième niveau-là, il faudrait que je puisse collecter les données. La collecte des données, ça peut être sous format papier, ça peut être sous format électronique. La seule difficulté, c'est que lorsque c'est sous le format papier, la compilation et le traitement, ce sera beaucoup plus compliqué que lorsque c'est sous un format électronique. Donc la problématique éventuellement de l'Afrique où le système n'est pas aussi développé qu'en Occident, c'est le fait que l'information est collectée sous format papier. Si le format papier n'existe pas par rapport à ces dépenses, et qu'on doit se dire, OK, à chaque fois que je fais une sortie d'argent, il faudrait que je note quelque part. Donc, à partir du moment où cette information est compilée, est enregistrée, ça peut être dans un cahier qu'on a décidé d'enregistrer dans le cadre de quelqu'un qui veut réaliser un projet, pour reprendre l'exemple qu'on avait la dernière fois. L'information est collectée, il faudra la compiler, il faudra l'analyser, il faudra identifier les écarts. J'ai prévu 100 000 d'épargne à la fin de l'année. Est-ce que j'atteins le 100 000 ou je n'atteins pas les 100 000? Il faudra améliorer, mettre en place des actions correctives pour dire au final que la démarche est exactement la même. La seule problématique, c'est le format de collecte des données, c'est la façon de pouvoir traiter les données qui ont été collectées et afin de pouvoir identifier les actions correctives qu'il va falloir mettre en œuvre pour l'amélioration. Je reviens rapidement sur ce tableau qui donnait l'exemple d'un objectif. Quel que soit le pays de l'Afrique, on peut faire exactement le même regroupement. Au risque de me répéter, je rappelle que ce regroupement, il peut se faire de façon manuelle dans un tableau sur un papier. La seule contrainte ou le seul inconvénient, c'est que ce traitement manuel-là ne vous permettra pas d'être efficace et efficient. Mais c'est tout à fait possible de le faire éventuellement lorsque les données sont assez simples. Maintenant, plus les données sont complexes, plus le volume des données est important, c'est sûr que l'opération manuelle, ce ne sera pas du tout évident. Donc, une des choses que je n'ai pas présentées la dernière fois, c'est le fait que là, je suis rendu au 18 mai. Mais je peux me poser éventuellement la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé en début d'année? En début d'année, les 2 premiers mois, lorsque j'ai démarré mon objectif,
j'étais en négatif de 33 $. Au fur et à mesure, si je m'arrête juste au premier mois, je peux savoir qu'est-ce qui s'est passé juste pour le mois de novembre. Donc, j'ai la possibilité, ce qui sera extrêmement difficile si vous avez des opérations manuelles à faire, j'ai la possibilité sur mon application mobile de modifier mes dates ou mes périodes et de voir quel était le comportement de mon objectif en fonction des périodes qui ont été définies. Je me rends compte qu'au mois de mars, j'étais à un solde de 1365 $. Ça aurait été positif, mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que je suis au 18 mai à 322 $, au 16 mai à 322 $, alors qu'à un moment donné, j'étais à 1365 $. À un moment donné, j'étais à 2000 $. Donc l'idée, c'est de se dire, il faudrait que j'ai un outil qui me permette d'avoir de la visibilité, qui me permette de choisir mes périodes et de voir des mouvements à l'intérieur de la période et de pouvoir expliquer ces variations-là, parce que l'explication de ces variations, je peux dire, OK, il y a une situation exceptionnelle, il y a une activité discrétionnaire qui s'est présentée pendant la période qui a été choisie, et c'est la raison pour laquelle je suis passé de 2000 à 271 $ au final, à la fin de ma période. Donc, pour résumer, il est extrêmement important, quel que soit l'endroit où on se trouve, de se dire qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité manuelle de traitement de l'information, il y a la possibilité automatique de traitement de l'information. Dans l'un et l'autre cas, on peut obtenir le même résultat. La seule différence, c'est au niveau de l'efficacité et de l'efficience. Moi, je vous présente des outils qui peuvent permettre de répondre à ces deux derniers paramètres-là, efficacité et efficience, mais il est également possible d'obtenir la même information, même de façon manuelle, avec le format papier, avec une calculatrice, avec un ordinateur, avec un tableau Excel. On a la possibilité d'obtenir plus ou moins les mêmes informations. C'est tout aussi vrai lorsqu'on parle de budget d'un particulier, comme c'est vrai lorsqu'on parle de budget d'entreprise. La problématique sera exactement la même. On a besoin des outils pour être efficace et efficient. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu apporter un peu plus de clarification à ceux qui se sont interrogés sur un certain nombre de notions. Nous allons revenir la semaine prochaine, probablement pour parler de la notion de prix, de la notion de coût de revient et donner quelques éléments. Nous allons partir d'un exemple pour donner quelques éléments qu'il faudrait intégrer dans le coût de revient, parce que c'est le coût de revient qui permet de s'ajouter une marge et puis d'avoir le prix de vente du produit. Il y a des secteurs où la contrainte est beaucoup plus élevée que d'autres. Donc, l'information, ce sera particulièrement et principalement pour ceux qui sont dans des secteurs extrêmement concurrentiels. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. C'est toujours un plaisir de partager ces informations avec vous. Donc, n'hésitez pas de continuer à commenter, à poser des questions, à liker et à partager nos vidéos avec d'autres personnes qui pourraient en être intéressées. Bonne fin de journée et à très bientôt.